c'était fabuleux, je me rappelle. Aujourd'hui, il y a plein de Japonais à Strasbourg. À l'époque, il n'y en avait pas. Et je me rappelle, on était étudiants, le président de mon club, il dit, mais Roland, comment on va faire pour le reconnaître? Et je dis, ben, ça va être facile sur le quai de la gare. Mais il était aussi impressionné que nous, le brave Hiro Mochizuki. Mais il a fait du bon boulot. Il nous a enthousiasmés. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va la faire en compagnie d'un professeur très expérimenté et d'un auteur qui est l'un des plus prolifiques de France et d'Europe, Monsieur Roland Abersetzer. Bonjour Monsieur Abersetzer. Bonjour, monsieur Bensoussan. Bonjour à tous. Alors, Monsieur Abersetzer, d'abord, je vais vous laisser vous présenter, peut-être pour les auditeurs qui vous découvriraient sur cette vidéo. Alors, c'est surprenant quand même, puisque vous êtes l'un des auteurs les plus prolifiques en termes d'arts martiaux, donc je pense que la plupart des gens vous connaissent déjà. Mais je vais quand même vous laisser vous présenter pour que vous puissiez dire au grand public qui vous êtes et qu'est-ce que vous représentez dans les arts martiaux en France et en Europe. Oui, alors, oui, je pense, comme vous dites, il y a des gens qui vont découvrir cette vidéo et qui me connaissent déjà pour le parcours et pour mes conceptions, mais mon travail aussi, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai, je suis à l'aube, à la veille de mon 84e anniversaire. Bah, ça commence à compter. Je fais partie vraiment des générations du temps d'avant, mais j'ai eu la chance, enfin, je considère, puisque les arts martiaux, c'était une grande partie de ma vie, peut-être la plus grande partie de ma vie, à côté de ma famille, en plus de ma famille. J'ai eu la chance de connaître les arts martiaux en un temps où ils n'avaient pas l'image qu'ils ont malheureusement, à mon avis. Aujourd'hui, on peut en discuter. Donc, c'est important que je puisse témoigner aussi. J'ai pris part à l'époque à ce développement des arts martiaux dans ma conception à moi, mais les gens savent. Maintenant, les moins de 30 ans, ils me connaissent pas, probablement pas. Ou alors, c'est qu'ils ont trouvé un vieux bouquin sur un rayon du grand-père. Ils ont même pas fait attention au nom qui était marqué dessus. Maintenant, je dirais, j'étais en 61, une des premières ceintures noires françaises de karaté. Et si je ne me trompe pas, j'y ai pensé récemment, probablement le plus jeune à l'époque. Il n'y avait pas de karaté en Alsace. J'ai fait les premiers dojos en Alsace et tout est parti de ces racines-là, quoi. Voilà. Oui, et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que donc vous êtes auteur chez Budo Édition. Vous avez été effectivement l'une des premières ceintures noires de karaté en France, et vous êtes surtout, et il faut le dire aussi, l'un des pionniers de la diffusion du karaté dans la région alsacienne. Et je crois aussi d'ailleurs que vous êtes titulaire du 9e dan aujourd'hui, donc un grade très élevé. Ben, écoutez, oui, ça fait 20 ans que je l'ai de maître Ogura, un dan japonais, donc, puisque j'ai fait mon parcours à partir de 1974 hors de la fédération, parce que je ne pouvais plus vivre là-dedans. On peut s'en expliquer un peu plus si vous voulez plus loin, mais j'ai choisi ma route plutôt que de couler avec ce boulet au pied qui était la fédé, quoi, c'est tout. Donc, mon 9e dan est japonais, mais c'est pas plus que ça. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'était le titre de Soke que m'a délivré Maître Ogura. Là aussi, on peut revenir dessus, qui m'a laissé libre, indépendant de la route. Et parce que Maître Ogura, il a cru à ce que j'ai fait. Et quand je suis revenu, je l'ai annoncé à Sensei Play. Il m'a dit, ah, maintenant tu fais ce que tu veux. C'est d'un autre niveau. Je dis merci, merci. Voilà. Oui, c'est vrai que le titre de Soke, alors pour expliquer pour les gens qui comprennent peu le japonais ou qui sont pas encore familiarisés avec ce titre-là, vous êtes le fondateur d'une école de karaté, le Tengu Ryu. Exactement. Et c'est ça la reconnaissance que j'espérais même pas. Enfin, j'étais allé en 2006 au Japon voir Ogura Sensei qui était très mal et je savais que j'allais le voir la dernière fois. J'ai dit, Sensei, dites-moi si tout ce que vous m'avez donné depuis maintenant 40 ans, l'aboutissement de ça, est-ce que ça vous plaît? Et je lui ai raconté ma conception. Il m'a dit, ah oui, faites-moi le kata machin.
et vous êtes dixième dan. Et je disais, non, on s'est mal compris. J'étais pas venu pour dixième dan. Je peux pas être un dixième dan de votre école. Vous avez des fils qui font ça beaucoup mieux que moi. Moi, voudrais que vous jugez ma route. Et alors là, c'est rare je dois le dire, pour un japonais, un ancien, d'accepter qu'un non-japonais fasse une route comme je l'ai faite, quoi. Voilà. Dixième, quinzième dan, je m'en fiche totalement. C'est Soke qui était important. Il m'a validé ma route et mon premier professeur, Sensei Play, l'a validé aussi, automatiquement. Il dit, ah ben si Ogura l'a dit, c'est bon. Alors justement, on va revenir sur votre parcours, qui est un parcours effectivement ancré dans l'histoire des arts martiaux, en particulier du karaté en France, mais pas simplement. On va parler un petit peu de vos débuts en karaté pour commencer. Comme beaucoup de pratiquants à cette époque-là, où le karaté était très peu diffusé et les gens du commun ne savaient même pas ce que c'était, votre premier professeur n'a pas été un homme, mais un livre. Est-ce que vous pouvez me parler de ça? J'ai commencé dans le judo en 57, 56 par là, et donc j'ai acheté tout ce que je pouvais trouver sur le judo, y compris la petite revue Judo Kodokan qu'éditait à ce moment-là Monsieur Play. J'ai étudié là-dedans, et c'est là que j'ai découvert la première fois le mot de karaté, bien entendu, sans avoir jamais vu, etc. Donc on peut dire, oui, le premier professeur, ça a été un livre, là, je les ai sortis de ma bibliothèque, celui-là qui est connu, qui est Vaincre ou mourir, ça c'était le choc. Et ensuite, ça a été le non moins très l'ABC du karaté de Monsieur Play et de Monsieur Play à l'époque. Donc dans ces années-là, ça commence à frémir et donc on peut dire oui, le premier professeur, si vous voulez, la première incitation à me mettre sur la route, c'était quand même les livres et mon professeur de judo à l'époque qui distinguait le judo sport pour tout le monde et le jiu-jitsu. Et là, il tirait les rideaux, il disait ça, personne n'a le droit de voir. Donc il y avait une sorte de rêve pour les jeunes qu'on était 15 ans. Bah, il n'y avait pas de section de judo pour enfants, ça n'existait pas, même pas. Moi, j'étais à 15 ans, j'étais l'un des plus jeunes, on était peut-être deux, trois de cet âge-là. Mais on avait le sentiment de rentrer dans quelque chose qui allait évoluer et qui nous interpellait profondément, quoi. C'est tout l'esprit, toute l'ambiance d'une époque que vous racontez là. Alors justement, vous avez appris avec ce premier livre, qui est le premier livre sur le karaté qui a été publié en France, qui a été donc publié par Henri Play, qui était le pionnier du karaté en France et en Europe. Il avait publié ce petit fascicule, Vaincre ou mourir, et ensuite il avait publié effectivement l'ABC du karaté que vous avez montré. Et comme il y avait encore peu de professeurs dans les provinces, la plupart des professeurs étaient installés sur Paris, mais effectivement il y a beaucoup de gens, de jeunes gens de votre âge qui ont commencé à 15, 16, 17 ans à apprendre avec des informations éparses dans des fascicules. Et je crois que d'ailleurs votre première rencontre avec Henri Play a été assez choquante au niveau de la technique, puisque vous aviez appris, alors j'ai lu vos mémoires pour l'occasion et j'ai beaucoup apprécié ce passage-là, vous aviez appris avec le livre et vous aviez fait une démonstration donc de vos connaissances succinctes, mais tout de même, passionnées devant Maître Play. Est-ce que vous pouvez raconter cet épisode? Oh, ben, c'est un épisode que j'oublierai évidemment jamais. Je le raconte, oui, avec émotion dans mes mémoires. La première fois que je suis allé à Paris, je voulais rencontrer Maître Play. Je n'étais pas dans l'intention de montrer quelque chose. Je voulais m'entraîner dans un coin. Et là, il m'avait accueilli extrêmement gentiment. Et donc, il m'avait fait descendre au dojo. Il dit, attends-moi en bas, je viens. Et en bas, ben, il y avait un cours de ceinture noire dans une explosion de bruit, de violence contrôlée. Moi, j'étais choqué, j'avais jamais vu ça. Et le voilà, le Sensei Play qui descend les marches en tapant dans les mains, en disant, voilà, mes amis, nous avons une visite qui vient d'Alsace. Il y a du karaté en Alsace, mais non, il n'y en avait pas. Et il dit, il va nous faire une démonstration. Et alors là, le ciel m'est tombé sur la tête, quoi. Il dit, vas-y, fais Heian Shodan. Et là, j'ai fait vraiment, j'y pense toujours. Et c'est là que Sensei Play a eu une bonne intuition. Il sentait le gamin que j'étais, ce que je pouvais faire. J'ai fait un kata comme si les étoiles devaient tomber. J'avais jamais vu de kata enchaîné, jamais. J'avais vu que des gestes, mais j'ai donné tout. Et au-delà de tout, dans un silence absolu, Saint-Ouen s'était assise et tout. Et alors là est tombé le verdict, quoi, avec un grand sourire. C'est très bien, mais c'est tout faux. C'est génial. Et après, quand j'ai raconté plus tard à Sensei Play dans les années 2006, je t'ai dit ça. J'ai dit, et tu t'en souviens encore? Oh oui. Je dis, mais il avait compris l'essentiel, en fait. Ce qui est important, c'est ce qui est dedans, ce qu'on est capable de donner. Le reste, c'est de la technique.
on peut l'apprendre. Et c'est comme ça que ça a commencé véritablement. Et je crois que c'était justement un excellent pédagogue et un excellent professeur puisqu'il avait saisi la passion qui vous animait. Et effectivement, c'est pratiquement impossible d'apprendre un kata juste avec le livre. En général, le livre, c'est un aide-mémoire où ça donne des conseils en plus du professeur. Mais pour quelqu'un qui a même jamais vu du karaté et qui apprend pour la première fois avec le livre, c'est extrêmement difficile. Donc il a effectivement eu une réflexion tout à fait pertinente. Il a senti la passion qui vous animait. Effectivement, techniquement, il y avait certainement des choses à revoir, mais la passion était là, quoi. Non, mais je crois que Monsieur Play a une intuition fantastique. Il l'a prouvé à plusieurs reprises par la suite. Et en ce qui me concerne, je crois qu'il a cerné le petit bonhomme qui en avait plein le ventre et qui pouvait faire si on l'aidait. Et il a tout de suite compris plus tard la formidable capacité de travail que j'avais pour les livres. Et là, il a dit, c'est un gars, il faut le soutenir. Et il l'a fait. Il a senti ça, tout à fait. Ensuite, vous l'avez évidemment connu pendant plusieurs années. C'était un professeur qui était comment? Il attachait quelque chose de spécial au point de détail ou au contraire, il était plutôt dans la forme globale? Comment il enseignait? Ben, il était très sévère. C'était très simple, les cours, finalement, à cette époque-là, les siens. C'était vraiment du Kion de base ou du comité de base, avec contrôle absolu, mais extrêmement violent, mais contrôlé. Et donc, il pouvait rentrer en colère. Il gueulait, parfois, pardon de le dire comme ça, il gueulait, c'est pas possible. On tremblait, mais il gérait ça d'une manière extrêmement humaine. Moi, je l'ai jamais vu faire un Yoko-giri ou encore moins un Uramawashi-giri, mais je peux vous garantir que quand il donnait un tsuki, moi je me souviens, un jour il nous a montré, on était une vingtaine, il a dit je vais vous montrer maintenant ce que c'est que le kime. Bon, il avait beau nous demander de contracter avant en kibadachi, il nous a planté un point dans le ventre, mais moi j'ai eu les larmes qui ont coulé toutes seules, quoi. J'ai fait un bond en arrière, le choc était ça. Il avait une puissance incroyable et le sens de la précision du kime, et ça, il me l'a laissé. Entre autres, moi et d'autres, bien entendu. Son enseignement était oui, strict, renouvelé, le même, il revenait sur les mêmes choses, et il était rarement content de ce qu'on faisait. Rarement, il disait on recommencera demain. Et je crois que vous avez suivi son enseignement donc fin des années 50, début des années 60 pendant quelques années. Et ensuite, donc, vous avez ouvert le premier club de karaté dans la région alsacienne et vous êtes vous-même devenu professeur. Mais oui, quand j'ai eu sa ceinture noire, je dis, il me dit maintenant tu ouvres un dojo en Alsace. Il n'y avait rien, mais il n'y a strictement rien. Et je dis, mais je pourrais jamais, j'en sais pas assez. Il dit, mais toi, tu vas apprendre en enseignant. C'est pour ça il a donné la ceinture rouge et noire pour les enseignants et tout ça. Et donc, je suis revenu gonflé à bloc et j'ai ouvert les deux premiers dojos structurés en Alsace, à Strasbourg et à Mulhouse. Peu de gens savent ça aujourd'hui, plus personne ne sait. Il y en a partout des clubs maintenant. Mais l'origine, c'était mes deux premiers dojos alors que j'étais étudiant à Strasbourg. Et les gens venaient de loin déjà pour apprendre. Ils venaient de la Suisse, venaient de l'Allemagne pour apprendre parce que moi, j'avais été à Paris chez Sensei Play. Et oui, il y avait très peu de dojos. Je me rappelle d'ailleurs avoir lu dans les mémoires d'Elvis Presley, bon moi j'écoute du vieux rock, que Elvis Presley était envoyé par les militaires américains dans une base qui se situe pas très loin de chez vous, dans la Forêt Noire. Et là, il a découvert le karaté et ensuite en 1960, il a fait un petit passage par Paris chez Maître Oshima qui était là à ce moment-là pour essayer d'en apprendre un peu plus. Et ensuite, il est rentré aux États-Unis. Donc il y avait tellement peu de dojos qu'on était obligé de faire des centaines de kilomètres pour pouvoir recevoir l'enseignement de quelqu'un. Absolument. Moi, je peux vous dire que localement, les gars, pour à Strasbourg, ils faisaient 150 kilomètres, ils venaient de Lorraine, par exemple, pour la soirée, et ils repartaient 150 dans l'autre sens. Et Mulhouse, c'était la même chose, ils venaient par le train, etc. Il y avait un engouement fantastique. J'ai maintenant des retours avec le temps. Les gens que j'ai oubliés, parfois m'écrivent, j'en reviens pas moi-même, en me disant, mais j'étais avec vous à l'époque. On se souvient, quelle passion, on progressait ensemble, etc., etc. Et même des gens qui font plus du karaté maintenant, mais qui m'ont dit, on a toujours essayé d'enseigner les valeurs telles qu'on les a appris dans vos... Bon, je revenais pas, quoi. Donc, cette passion-là, Sensei Play l'a senti. Et il savait que je resterais droit dans mes bottes. Ça, c'est sûr. Et après, il m'a aidé par le Budo Magazine, etc. Alors justement, on va parler un petit peu de vos premiers pas en tant qu'auteur, mais avant, j'aimerais aborder une chose importante. Vous étiez à cette époque-là étudiant, je crois, à l'université pour devenir professeur d'histoire-géographie.
Et c'est justement cette passion à la fois de l'histoire et des arts de combat qui vous a poussé toute votre vie à écrire, à transmettre, à partager vos découvertes. Et ça a commencé donc effectivement avec le Budo Magazine. Au début des années 70, Play vous a sollicité, Henri Play vous a sollicité pour devenir le rédacteur de ce magazine qui était l'un des premiers en France sur le karaté et les arts martiaux en général. Mais ça a été, vous l'avez assez bien résumé, c'est vrai, j'ai fait la malice, mon professorat d'histoire-géographie avec la même volonté pédagogique. Et pourquoi l'histoire? Parce que l'histoire me permettait de toucher à tout, d'essayer de rentrer dans l'humain, depuis la culture, les religions, etc. C'est passionnant. Et donc là-dedans, j'ai aussi introduit la culture japonaise au fur et à mesure que je pouvais l'apprendre. Mais ce qui est formidable, c'est que j'avais publié en 68 un petit Eirol, le petit Apprenez vous-même le karaté, qui est passé inaperçu, sauf chez Monsieur Roger Vautier, fondateur des éditions Amphora à l'époque, qui m'a fait un courrier. Parce que parfois les gens me disent, ah, vous connaissez des éditeurs, mais je connaissais personne, mais personne. Et Monsieur Vautier m'avait dit, mon ami, si vous voulez, je suis prêt à ouvrir notre collection, parce que votre petit livre de 64 pages ou de 120 pages exactement est tellement pédagogique, je veux ça pour cette discipline, on n'a rien là-dessus. Vous avez le nombre de pages que vous voulez. Et je l'ai pris au mot et j'ai fait un bouquin, le premier karaté-do en fora, presque 500 pages, quelque chose comme ça. Ça a été boum. Et Monsieur Play, quand il l'a vu, il dit c'est incroyable. C'est là qu'il a transformé son intuition en certitude. Quand je lui ai dit, mais c'est pas croyable un boulot pareil, t'as même plus le temps de rien du tout. Je dis, c'est à peu près ça, oui. Et donc, il m'a dit, mais j'ai un boulot pour toi. Budo Magazine. Et il dit, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, et je serai avec toi. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Entre-temps, était sorti le Marabout en 69, qui a fait boum. Mais c'était incroyable, quoi. Les gens aujourd'hui encore en parlent. Alors que je savais peu de choses. J'étais deuxième dan, quoi. Mais j'ai mis dedans toute ma passion, toute ma force, avec un Ça se, chapitre que les gens ça, ont beaucoup aimé derrière, les secrets du karaté. Ça se sent beaucoup d'ailleurs parce que moi j'ai fait des recherches sur la Côte d'Azur, sur l'histoire du karaté sur la Côte d'Azur, et quand j'avais interviewé les gens, j'avais une question sur les ouvrages, les magazines, si ça les avait influencés, et j'ai fait mes interviews entre 2018 et 2021, et tout le monde m'a parlé du guide marabout du karaté. Ils m'ont tous dit, écoute, et je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai relu l'année dernière, et je me suis dit, putain, pour l'époque, c'était quand même vachement bien. Il n'y avait rien d'autre de mieux en fait à l'époque. Il n'y avait rien et j'ai tout écrit en un été, c'est ça. Oui, je me souviens très bien. Et après, c'est le seul, à l'époque, le seul livre où on a pris les photos, enfin, où un professionnel a pris les photos. Parce que tout le reste, j'ai fait moi-même après. Et on est allé à Bruxelles pour faire les photos. Et c'est moi qui positionnais le photographe. Il dit, vous bougez pas. Et je me mettais par rapport à lui maintenant. Il me dit, mais j'ai plus rien à faire avec vous. Il a pris ses 360 photos. Comme ça, je dis, voilà, c'est tout. J'avais tout anticipé, etc. Mais vous savez, ces livres que j'ai faits, et tous après, c'était avec l'idée qu'il fallait qu'il soit irréprochable par rapport à Sensei Play. Il n'a jamais su ça. Il n'a jamais su. Mais je voulais toujours que s'il lise un de mes livres, il n'y a pas de reproche à faire. Sinon, par omission ou erreur, c'est possible. Mais il fallait que je me tienne droit. Et c'est comme ça qu'est parti Budo Magazine et tout le reste derrière, quoi. Et Budo Magazine, justement, c'était un travail considérable parce que vous étiez le rédacteur en chef, mais en réalité le rédacteur de pratiquement toutes les rubriques du magazine en question. Oui, oui. Oh, c'est une aventure incroyable. C'est une aventure incroyable parce que j'avais mon métier quand même à côté. J'avais mon métier, j'avais ma famille. Je travaillais au lycée, ça dépendait des heures et tout. À midi, je téléphonais à l'imprimerie à Paris et je renvoyais le même soir les plaques thermiques. On peut même pas imaginer. J'avais fait une table lumineuse moi-même dans une chambre en ovopan, en machin et tout ça avec je découperais les photos moi-même. Les photos, je les prenais avec mon réflexe noir et blanc. Je les développais. Je raconte tout ça dans mes mémoires. La nuit, on n'avait pas de chambre noire. On attendait que la nuit tombe. Et avec ma femme, je mettais le fixateur, etc. Et je les mettais sous la glaceuse pour le lendemain matin. Parfois, mauvaise surprise, ça n'avait pas pris. Il fallait recommencer. C'est une obsession, une obsession. Mais j'ai créé l'idée des premiers cahiers techniques, Aikido, karaté, sai, etc. Alors il fallait concevoir, prendre la photo,
écrire, rassembler. Monsieur Play était ravi, quoi. Un jour, je lui ai dit, mais parce que je lui montrais toujours mon travail 3 mois à l'avance, avec des maquettes et tout ça. Et tu fais ce que tu veux. Ah, ils en ont encore pris, je cite, hein, ils en ont encore pris plein la gueule avec tes éditos, là. Je dis, pourquoi je devrais pas? Ah, si, alors là, je me marre, quoi. Il aurait son plaisir. Vous aviez son entière confiance et ça plaisait au lecteur. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Il m'a laissé la bride vraiment complètement. Et la seule chose qu'il a, qu'il a fait lui-même, il faut pas que j'oublie de le dire, peu de gens le savent, parce que M. Play était finalement à l'origine des mangas en France. C'est Oui, lui qui a introduit, puis personne ne sait ça aujourd'hui, mais je peux témoigner. Il a introduit ces petits cahiers de couleurs, et moi je dis, mais M. Play, c'est quoi ça? Et il dit, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Et moi, j'avais pas barre là-dessus, je le découvrais à la livraison. Mais bon, ça, c'était son truc. Et quand je suis allé au Japon la première 73, il m'a dit, tu fais une razzia dans le quartier de Kanda, je crois, il y avait les libraires, sur tout ce qui est manga, et tu ramènes ça, tu découpes ce qui est samouraï, puis voilà. L'intuition, toujours. Il avait une oui, intuition. il avait une vraie intuition parce qu'on était en 1968, personne, soit entre 68 et 71, personne n'aurait eu idée que les mangas allaient prendre en France. Incroyable. Et maintenant, regardez les librairies entières. Non, non, il ne pouvait pas savoir. Oui, 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 exactement, exactement. Vous avez avancé sur ma prochaine question. Donc, vous avez parlé de cette passion qui vous animait, et c'est justement là ma question. Pourquoi décider de devenir auteur? Il y a plein de professeurs de karaté qui ont simplement ouvert des dojos et qui ont enseigné, qui n'ont jamais écrit. Bon, je crois je sais pas, il y a deux choses qui ont fusionné. Il y a d'une part ma nature qui est de partager ce qui me passionne et ce que j'aime. Ça a toujours été comme ça, dans tous les domaines, faire connaître. Et là, vous trouvez l'éducateur, c'est ça la pédagogie. J'étais pédagogue. Et puis, il y a autre chose, c'est la nécessité. Dans les années 70, 60, fin 73, ça s'est un peu gâté avec Monsieur Play, je m'en explique dans les mémoires, c'est un détail, on s'est séparés quelques années. Et surtout, j'avais pris un grand clou sur la tête au niveau de la Fédé, parce que j'ai quand même fait pendant 10 ans la fédération, j'étais le bras droit de la Fédé en Alsace, en Lorraine, j'en ai fait des arbitrages, des dimanches, des soirs, à aller faire des stages à ciel et droite. Et en 69, l'épisode est connu maintenant, alors que j'ai jamais cité le nom, je me suis fait cracher à la figure à Pierre Coubertin devant 4000 personnes. Et ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et cette personne a été repêchée le soir, est devenue très, très importante dans la Fédé. Après, j'ai oublié, j'ai dit, je ne peux pas rester là-dedans, c'est pas possible. Et donc, Delcourt, que je connaissais bien, on s'entendait très bien, il me dit, qu'est-ce que tu me fais? Et je dis, mais Pierre, Jacques, je peux pas rester, c'est pas possible. Donc, il y avait la nécessité de me forger moi-même un, une bulle, quelque chose qui me démarquerait et qui en fait m'a sauvé quelque part, qui m'a sauvé parce que j'ai tellement produit de livres dans ces années 75, 85, parfois 4 par année. Ma femme est là pour me le rappeler, mais tu te rends pas compte, t'étais increvable, t'étais increvable. Et je dis oui, t'as suivi, c'est bien ça. Elle a tapé tout ça à la machine, on a collé, etc. Et là, ça a fait connaître les éditions Amphora d'une part. Ah, ça a été, il y avait à l'époque dans leur catalogue 21 bouquins en même temps. Il y avait les arts martiaux number one, c'était ça. J'avais dit d'ailleurs à M. Vautier à l'époque, mon ambition, ça serait, parce qu'il m'a dit, je vous fais confiance aussi, on a fait le kung-fu et tout ça. J'ai dit, je voudrais qu'un jour, si on prononce arts martiaux, on pense amphora. Il me dit, ça c'est formidable, c'est vendable, quoi. Et c'est ce que Thierry Play a fait maintenant, et je suis content de le soutenir maintenant, d'être parti d'amphora, parce que c'était plus du tout la même chose, rien à voir. La maison a été vendue et tenue autrement. Thierry me permet de voir de mon vivant encore que mon travail prolongera après. Ça, c'est formidable, j'ai une chance formidable. Les livres resteront là alors que peu de gens aujourd'hui ouvrent encore des livres. Et ça reviendra, ça reviendra. Des gens font de l'archéologie un jour. Donc ces livres doivent être là. Des jeunes reprendront, mais pas tout de suite. Alors, en parlant de vos livres, justement, pour préparer cette interview, je me suis dit, bon, je vais mettre les livres à côté de moi et puis je vais les montrer à la caméra pendant que vous parlerez. Et puis, j'ai regardé ma bibliothèque et puis j'ai vu, et je me suis dit, mais en fait, j'aurais même pas la place sur la table, donc je les afficherai simplement au montage de la vidéo, parce que il y a tellement de livres que j'ai pas la place autour de moi. Vous en avez publié pratiquement une centaine depuis que vous avez commencé. Oui, oui. Il faut comprendre une chose, c'est chaque fois que je publie, parfois il y a des rééditions.
mais pas des rééditions tout bêtes réimprimées. Je revoyais tout, je refondais, je rajoutais, je réactualisais. Donc pour moi, c'était des nouveaux livres, même si les dessins étaient les mêmes, etc. Moi-même, quand je regarde la liste des ouvrages, j'en reviens pas, quoi. Tous ces ouvrages ont été plagiés, copiés d'une manière. Bon, enfin, je vous laisse imaginer, les dessins étaient si simples à reproduire, c'était tellement facile. Ces années-là, j'ai quand même sorti des monuments comme Karaté pour ceinture noire en 75. Ça fait Ouais. boum. La boxe chinoise en 80, le judo avec Sensei Inogai, grâce aux archives de Monsieur Play, qui m'a dit tu prends tout et je te donne. Il m'a même fait un petit carton. Je l'ai retrouvé récemment en me disant que t'es jamais un problème. On peut pas savoir ce qui peut arriver. Je te donne tous les droits. Pas de vie sociale. On n'avait pas le temps de sortir. On élevait quand même 2 enfants. Et c'est pour ça que je tiens ici aussi à rendre hommage, je le fais partout, à mon épouse qui a tenu le choc, quoi. Il dit, mais tu étais increvable, tu ne t'es pas rendu compte de cette énergie. Et aujourd'hui, je l'admets, oui, je ne m'étais pas rendu compte. La force, ça m'a protégé dans ce que ma conception du karaté, auquel beaucoup de gens ont souscrit à l'époque. On va parler un petit peu maintenant du procédé de fabrication d'un ouvrage à l'époque. Je crois que ça va beaucoup intéresser les jeunes gens qui n'ont pas connu l'époque où l'informatique n'existait pas. Parce que de nos jours, en gros, on tape un livre sur l'ordinateur, on envoie le fichier à l'éditeur met en page, fait des corrections et puis imprime. À l'époque, c'était pas du tout comme ça. Est-ce que vous pouvez raconter un peu comment on écrivait un livre, comment on le faisait, quoi? Là, moi, j'ai tout écrit à la main. J'ai le studio, le dojo plein d'archives, des tonnes d'archives, enfin des tonnes, faut pas exagérer, mais des caisses entières d'archives. J'ai tout, y compris le marabout, etc., écrit à la main. Mon épouse tapait à la vieille machine, il n'y avait pas d'ordinateur, ça qui faisait du bruit, elle en attrapait des tendinites. Et puis j'illustrais par dessin, par petites plumes, je raconte. Il fallait fournir le texte avec les photos en place à l'imprimaire, comme ça. Les photos noir et blanc. Couleur, ça n'existait pas. On lui fournissait ça en même temps et voilà, il fallait calculer à peu près le texte en fonction des choses. Et la couverture, et on ne pouvait pas incruster, c'était pas l'IA comme aujourd'hui. Il fallait une diapo telle qu'elle, avec la place pour mettre l'éditeur, le nom, etc. Mais vous n'imaginez, personne ne peut imaginer les aventures que c'était jusqu'au fond, un jour des îles Lofoten, où j'ai pris la couverture pour Tao du Kung Fu sur un rocher avec des nuages, un ciel bleu, où je disais à mon épouse à quelques mètres, est-ce qu'il y a de la place pour mettre amphora le titre et Aberzetzer. On ne pouvait pas la reprendre. Et après, il fallait attendre des semaines pour avoir le résultat. Le stress, alors que maintenant on prend des photos, là tout de suite on les fasse, on refait. On ne partait jamais en vacances. En été, on partait en vacances. C'était pour la famille. En été, je réservais pour la famille. Mais c'était toujours le kimono et les armes de Kobudo dans le coffre. Toujours. Tiens, ça c'est une belle plage. Par exemple, le Kankudai, qui a été pris, et je me souviendrai toujours, dans les Landes. On attendait que le soleil se couche le soir, les petits enfants qui avaient faim, la plage qui se vidait. Et je disais à mon femme, et il faut encore 3 minutes, le soleil, on va l'avoir. Maman, j'ai faim. Ça, c'est des histoires. Et on attend, je l'ai, tu l'as. Et on l'a eu, ça a été, c'est formidable. Mais toutes ces photos ont été prises telles quelles, sans modification, etc. C'est un souci permanent. Et vous avez même construit une table lumineuse à l'époque pour pouvoir justement faire les dessins à la main en décalquant au début des bobines de film. Alors les gens ne savent même pas ce que c'est que les bobines de film de nos jours, mais il y avait des bobines de film en 16 ou en Super 8, et donc on voyait en tout petit les images, et on pouvait les agrandir sur une table lumineuse et puis essayer de faire les contours, c'est ça? Ben, c'est ça, parce que M. Play, pour le fameux livre karaté officiel Karaté Kata, qu'il a republié maintenant, il m'avait donné des 8 millimètres. C'était même pas du Super 8, du 8 millimètres. Et alors là, je prenais une image sur 24 ou une sur 20, comme ça, et je dessinais sur cette table lumineuse en agrandissant au fur et à mesure. Tous ces épures sont toujours là, évidemment, aussi. Non, non, c'est une aventure. Parfois, je m'étonne. Je dis, mais c'est pas possible. Oui, il fallait vraiment être passionné pour faire un travail si conséquent, parce que de nos jours, on ne se rend pas compte, mais les photographies, on peut les retoucher avec des logiciels, on peut mettre ce qu'on veut, on peut faire des essais de titres exactement. Là, il fallait prendre la photo en imaginant à l'avance qu'il fallait qu'il y ait la place pour le titre, pour le nom de l'auteur, etc.
Exactement. Et les noirs et blancs, c'est pareil. On l'avait deux, trois. Il fallait développer le film, le fixer correctement. J'avais un minimum de matériel. La glaceuse, le lendemain matin, je me rappelle, avant d'aller au lycée, je découvrais si c'était bien fait ou pas. Je partais avec ça dans la tête. Il dit, il faut qu'on les refasse ce soir, etc., etc., quoi. Les gens imaginent parfois que c'était votre travail à plein temps, mais il faut aussi dire que être enseignant, c'est un travail à plein temps. Vous aviez vos cours du lycée à préparer, il fallait corriger les copies, il fallait voir les élèves, c'est quand même un double travail sans compter le club. Les gens ne peuvent, mais ils n'imaginent pas. Ils pensaient que j'étais pro. J'ai jamais été pro. Ce qui m'a laissé libre d'affirmer mes idées et de refuser des gens. J'ai même envoyé des gens faire de la compète dans d'autres dojos. Ah, mais vous m'envoyez à la concurrence? Non, monsieur, non. Mais moi, je ne peux pas vous enseigner ça. Ça va pas me priver. Là, il y a un dojo qui fait de la compète, mais pas moi. Donc, ça m'a laissé une liberté d'action et de position incomparable, mais au prix d'un travail fou, quoi. Ce travail, à l'époque, pour les jeunes encore une fois de plus, il n'existait pas Internet. Comment on se renseignait pour avoir les informations? Vous avez publié plusieurs ouvrages, une série d'ouvrages chez Amphora, qui a constitué une série que vous avez appelée, enfin que Amphora avait appelée l'encyclopédie des arts martiaux, avec le karaté, le kung-fu, le judo, il y a eu tout un tas d'ouvrages, mais il fallait aussi se renseigner. Comment vous faisiez à l'époque pour trouver des informations? Ben, écoutez, à partir de 73, même en 60, il y avait déjà comment ça s'appelait, le bouquin de Nishiyama, euh, etc. C'était vraiment un bloc. Play m'avait dit, prends ça, parce que j'achetais tout ce que je pouvais acheter. Et il dit, apprends là-dedans. Ça, c'est vraiment le fondement. Ensuite, quand je suis allé au Japon, j'ai ramené beaucoup de revues japonaises que j'ai fait traduire. Parfois, il y avait de l'anglais. Parfois, je payais même des étudiants japonais là-bas pour me le traduire. Certains trucs, je collectais où je pouvais. Et les États-Unis, les premières choses importantes, Black Belt, etc., j'étais abonné. Et donc, je glanais où je pouvais. Et l'imagination. Il y avait nulle part un bouquin de Sai. Alors, ben, écoutez, le Sai, on peut le manipuler pas de 36 000 manières. Il y a quelques manières de faire. Et donc, j'ai pris des photos dans mon jardin. Ma femme a pris les photos dans mon jardin, j'en ai fait des dessins et ils vivent encore aujourd'hui. Et quand on voit aujourd'hui sur les tutos sur Internet et ailleurs, ben c'est les mêmes mouvements, c'est la même chose. J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai des qualités dont celle-là, je peux extrapoler des choses. Ça a bien marché parce que vos bouquins sur les Kobudo, pendant très longtemps, ça a été les seuls bouquins disponibles et ils ont été utilisés, je sais, par tous les karatékas qui voulaient apprendre un peu plus loin, qui voulaient commencer à s'intéresser aux armes et qui ont utilisé vos livres pendant des décennies. Je crois que pendant presque 20 ans, ça a été les seuls livres sur le marché. Je les ai mis en appétit de tout ça et j'ai même fait venir des experts comme Matayoshi Sensei à l'époque pour faire des stages de ça et ça a pris à une vitesse formidable, quoi. Ou Shinen qui est venu sur mon invitation aussi. Écoutez, même j'ai fait venir des experts pour le yai, pour le yaido aussi. Je m'intéressais à tout en disant chacun peut trouver sa route, c'est toujours du budo à condition de le pratiquer correctement. Alors d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que ça a été on va dire la région alsacienne où vous aviez installé vos premiers dojos, ça a été aussi le centre d'un phénomène assez important. Les experts qui passaient par Paris souvent faisaient un petit crochet, passez vous voir au centre de recherche du Budo. Alors il y a eu au tout début Maître Mochizuki, Hiro Mochizuki, et puis il y en a eu beaucoup d'autres au fil des années qui sont venus vous voir. Absolument. Ben, souvent, Sensei Play me les envoyait. On s'était mis d'accord. Hiromo Shizuki, le monsieur Mochizuki, c'était fabuleux. Je me rappelle. Aujourd'hui, il y a plein de Japonais à Strasbourg. Ben, à l'époque, il n'y en avait pas. Et je me rappelle, on était étudiants, le président de mon club, il dit, mais Roland, comment on va faire pour le reconnaître? Et je dis, ben, ça va être facile sur le quai de la gare. Mais il était aussi impressionné que nous, le brave Hiro Mochizuki. Mais il a fait du bon boulot. Il nous a enthousiasmés. Lui, il s'est dépensé véritablement. J'ai le meilleur souvenir formidable. Il est venu plusieurs fois, effectivement. Et puis tout au long de ces années, il y a eu plein de professeurs, effectivement, oui. Oui, oui. Plein d'autres aussi. J'ai de moins bons souvenirs de Shinen, par exemple, c'est autre chose. Mais parce que finalement, je me rappelle, il travaillait un jour à ma table lumineuse dans une pièce du bas, le téléphone sonne, il n'y avait pas de portable, le fixe, etc. Et j'entends dans un grésillement,
un truc japonais. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai compris au bout d'un moment que c'était Monsieur Shinen qui était venu une première fois avec Matayoshi, qui me demandait si je pouvais pas le faire revenir tout seul. Alors j'ai dit, mais c'est au-dessus de mes compétences. Mais je vais me voir avec Sensei Play, etc. Et on s'est mis d'accord pour le faire revenir. Il est revenu, il a la carrière que vous savez, c'est très bien, mais il a fait plusieurs stages en Alsace et là, je l'ai toujours mal pris et il faut que les gens le sachent. Il avait trouvé mon numéro de téléphone depuis Okinawa, mais quand il est à Strasbourg, il avait oublié. Il aurait pu me dire bonjour, je suis de passage, on peut prendre un café ensemble, on peut se dire bonjour, ça fait plaisir. Jamais, ignoré. Donc, j'ai quelques griefs sur certaines personnes, quand même. J'en ai vécu. Il faut dire que pour beaucoup de professeurs japonais qui étaient actifs dans ces époques-là, la France, l'Europe ou l'Occident, c'était considéré comme une manne financière. Ils faisaient, grâce à ces tournées de stage, énormément de... Alors, peut-être pas énormément d'argent, mais en tous les cas, ils vivaient grâce à ça. Ils vivaient bien. Ah oui, tout à fait d'accord, c'est ça, c'est ça. Et je faisais partie des gens qui leur ont déroulé le tapis rouge. Ben, de bonne foi. Vraiment, par mes livres, etc. C'est fantastique. Et on était prêts à tout pour eux. On a été souvent déçus aussi. Ah, techniquement, ils étaient le plus souvent parfaits. C'était des bêtes de combat. Mais spirituellement, on est resté un petit peu en arrière. C'est une caractéristique qui, je crois, est commune à nous deux, Maître Abersetzer, parce que moi aussi, quand j'ai commencé le karaté, les arts martiaux, et puis que j'ai commencé mes recherches pour écrire mon premier livre, je me suis rendu compte très vite que l'esprit du karaté, l'esprit que vous avez vous-même voulu véhiculer dans ces livres-là, il n'est pas forcément partagé par tous, comme on pourrait s'y attendre, parce que c'est des disciplines nobles. Absolument, parce qu'à la base, le truc était clair. C'était le sabre et la vertu. L'histoire, j'ai fait un article un jour là-dessus. C'est ça. Le sabre, oui, mais ce qui est important, c'est la vertu. Et le sabre, on le range, on le laisse. Etc. Personne ne veut ça, parce qu'il fallait que ça soit la compète. Et la compétition, c'est de se mettre au-dessus de l'autre. Et au-dessus de l'autre, c'est pas bon. Finalement, ça mène aux guerres. Je suis meilleur que toi, etc. Ça finit toujours par des morts. C'est pas bien. C'est bien que vous me permettez de le résumer. Je vais essayer de le résumer. Le message fondamental du Budo, c'est quand même apprendre la guerre pour ne pas avoir à la faire. Alors là, c'est très compliqué. Les gens disent, mais alors ça sert à quoi? Mais ça sert à calmer ton énergie, sauf à sauver ta vie. Évidemment, il y a des endroits, d'où dans mon école Tenguryu, qui s'appelle pas Haberyu, par exemple, c'est par respect pour la source. Je voulais que ce soit un nom japonais. Donc Tenguryu qui dit ne pas se battre, mais ne pas subir. La limite étant, voilà, c'est dans la société actuelle, c'est compliqué. Mais si on avait enseigné ça aux jeunes en leur développant leur puissance physique, mais surtout pas à l'utiliser, on n'en serait probablement pas là aujourd'hui. Je me rappelle Oui, c'est vrai. la première fois que je suis allé à Paris voir Sensei Play, j'avais une tendinite au bras. Souvent, j'étais avec mes 65 kilos, il n'y avait pas de catégorie de poids et j'étais bandé. Et M. Play a dit au Ceinture Noire, vous allez l'entraîner, mais vous n'allez pas lui toucher le bras. Et personne ne m'a touché le bras. Vous voyez, c'est des choses qui restent en disant on respecte, c'est pas nécessaire de, etc. Et il y a veillé, et toutes les Ceintures Noires qui étaient là y ont veillé. Je garde un souvenir formidable de cette époque. Donc, en partant de la Fédé, j'ai donné un coup de pied au fond de la piscine et j'ai affirmé ma bulle à moi. Je peux me tromper, mais elle est de bonne foi. Apparemment, je n'ai pas trompé tout le monde, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi là-dedans, mais je l'ai envie de leur dire souvent aujourd'hui, mais arrêtez, la compétition n'est pas obligatoire du tout. On ne sait pas parce que vous êtes jeune, il y avait le Jukumite, il y avait le Jukumite contrôlé à l'époque, mais le podium, c'est le début de la fin. Monter sur un podium, c'est gonfler la tête, et le budo, c'est le contraire, c'est d'être humble, modeste, respectueux, transmettre, savoir on est que des humains. Et le podium, c'est strictement le contraire. Voilà. Je me rappelle d'une émission de télévision à laquelle vous aviez participé où il y avait plusieurs professeurs de différents systèmes d'arts martiaux. Il y avait du Pencak Silat, du Krav Maga, du karaté, du judo. Et je me rappelle très bien de votre intervention et vous étiez déjà en train de dire aux gens, mais attention, la compétition n'est pas le seul chemin. Ça peut constituer un chemin pendant une partie courte de votre vie, mais après, il y a tout le reste. C'était l'émission en 96 de Ça se discute.
C'est ça. qui tourne encore sur Facebook. Et les gens étaient d'accord avec moi. C'est incroyable. Alors que j'étais allé tout seul, j'avais personne avec moi, alors que les gens étaient venus avec carrément, on peut dire, leur claque, les dojos, etc. Mais il y a quand même des gens comme Pina qui m'a regardé et dit, mais monsieur, j'ai commencé avec vos livres. J'ai dit, ça, c'est un hommage. C'est bien. Je leur disais, mais venez à Strasbourg, voyez ce qu'on fait autrement que par la compète. Parce qu'évidemment, et c'est pour ça que je ne suis pas connu dans le milieu sportif. Je n'étais nulle part. Je travaillais dans ma province. J'étais pas à Paris, dans les cocktails, dans les rencontres, etc. Ça n'avait pas d'intérêt. C'était chronophage. Donc, je restais là et je produisais du boulot, quoi. Cet esprit que vous avez essayé de véhiculer avec ces livres tout au long de ces années, ça c'est pas seulement passé par les livres techniques, vous avez aussi à un moment écrit des romans, et ça c'est surprenant. Alors il y en a quelques-uns que j'ai qui sont vraiment formidables, et il y a aussi même des livres historiques sur les samouraïs. En 75, j'avais fait les romans Les Rebelles du Yangtze, etc. J'avais eu droit d'ailleurs à une émission de télé. J'ai dû aller spécialement à Paris. C'est une émission noir et blanc avec l'époque avec un intervieweur très célèbre, une sorte de Bernard Pivot à l'époque. Et il découvrait, je racontais comment on frappait en kung-fu, comme ceci, cela. J'ai écrit ces romans avec passion, avec beaucoup de documentation, énormément de documentation. Mais les gens regardaient des films, pas des livres. Mais Thierry en a parlé, il est question même de reprendre les romans chez lui un jour aussi. Et ça me ferait bien plaisir aussi, parce que j'avais les Rebelles du Yangtze, le couloir de la mort, ça fait boum, ça, le couloir de la mort, c'était pas mal, avec la chambre 18, le machin, etc. J'imaginais. Quand je suis allé en Chine la première fois en 94, avec mon épouse, nous avons passé par les grottes de Longmen que j'avais décrites dans mon livre sans les avoir jamais vues. Et ça m'a fait quelque chose. Elle dit, regarde, les statues décapitées là. Tu vois, là, il y avait Dieter machin qui a scié, là, ils sont fait fusiller, là, ils sont. C'est drôle de voir les lieux après, mais toujours capacité d'imagination et l'historien, et l'historien. Mais celui auquel je tiens le plus aujourd'hui, et Thierry l'a repris, c'est le Samouraï de Dieu. Ça, c'est de l'histoire pure, à peine romancée. Non, non, je ne suis même pas romancé, je l'ai fait parler, mais tout est arrivé comme ça. Et ça, depuis 85, non plus, les années 70, j'avais lu dans une revue allemande de 1880 un petit reportage de ça, un explorateur qui était là-bas. Il dit c'est terrible. Et j'ai dit un jour j'écrirai. J'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai fait les livres techniques, mais je suis content d'avoir tenu la route. Et ça, je voudrais que les gens lisent Samouraï de Dieu. C'était tellement fort que les samouraïs eux-mêmes ont dit on n'a pas été formés pour ces massacres-là. Beaucoup de samouraïs ont cassé leurs sabres, sont partis après. Il y avait Miyamoto Musashi, etc. Il y avait Munenori. C'est de l'histoire pure, de l'histoire pure. Ouais, moi, j'avais beaucoup apprécié la lecture de ces premiers romans. Alors, j'ai relu justement le Samouraï de Dieu. Et il faut dire que à la fois dans les ouvrages techniques et dans les romans, il y a toujours l'esprit de la valeur chevaleresque, du budo qui sert un idéal plus grand que simplement la technique guerrière. Oui, oui, c'est ça, mais M. Play m'avait dit au début, mais t'es un chevalier du budo, il te manque que l'armure. Mais il me l'a donné, l'armure, c'était le kimono, Keikogi. En fait, c'est ça, quelque part. Je rigolais, on parle parfois maintenant, tranquillement avec mon épouse, je lui dis, mais quand je suis rentré dans l'enseignement, je croyais au hussard noir de la République. D'abord, j'étais un hussard blanc de la République avec mon kimono, quelque part. Mais j'ai toujours essayé de mettre en avant l'humain, éviter qu'on s'entretue pour éviter des choses pareilles. Donc, il faut éduquer. On a flingué l'éducation. C'est presque du sabotage. Et maintenant, on ne sait plus comment s'en sortir, on ne sait plus. Or, le dojo était un des lieux dédiés, par définition, où il fallait apprendre aux jeunes à contrôler, à s'estimer, à rester modeste. Même si on avait gagné, c'est pas grave. Tu as gagné aujourd'hui, demain tu perdras, sans lui mettre des diplômes et des choses comme ça. Et là, on a raté le coche, on a raté le coche. Je regrette aujourd'hui que dans beaucoup de dojos, ils se mettent même plus en keikogi, ils sont en short avec des chaussures aux pieds. C'est inadmissible. Comment voulez-vous qu'un jeune qui cherche des repères soit inspiré par ça? Mais on cherche que des combattants.
pour le podium, pour faire connaître le club. Il y a derrière tout ça, tout le système mercantile qui s'est construit autour des arts martiaux. Quand je sais par expérience, pour avoir trouvé aux archives de nombreuses demandes de subventions, que les clubs ont des subventions des municipalités, des régions, quand les associations ont beaucoup de champions. Le CRB, le centre de recherche Budo que j'avais créé en 74, indépendant, n'a jamais demandé, donc à plus fortiori jamais eu de subvention, rien. On a toujours été association 1901, on fonctionnait avec nos cotisations. J'avais décidé en 74 que jamais une cotisation ne permettrait à la fédération de faire ce qu'elle a fait. Et je ne savais pas ce qui était en train de se faire. Et aujourd'hui, regardez, ces gens-là, il faut les traduire en justice. Même, c'est pas mon problème. C'est plus mon problème, mais je peux témoigner. Et ce que je dis, c'est pas n'importe quoi. J'ai des preuves. J'ai des preuves, vous imaginez bien. J'ai gardé tout. Et parfois, mon fils, qui a 60 ans maintenant, quand je le regarde, je dis, bon Dieu, ça fait quelque chose. Il est plus vieux que mon père quand il est mort. Il dit, mais papa, qu'est-ce que tu fous avec toutes ces caisses? Et il dit, un jour, je mettrai ça dans une benne. Mais tant que je vis, moi, je peux te dire où je trouve la lettre d'un tel, en telle année, etc., etc., etc. J'ai ça, même si certaines dates commencent à m'échapper, je peux faire des erreurs, mais les albums photos sont là. Quand j'ai fait les mémoires, je les ai sortis pour ça. Et Ouais. bon, D'ailleurs, vous avez jamais pensé à publier vos mémoires chez Budo Édition, par exemple? oh non, je ne pensais pas. Mais les mémoires, c'est gratuit. On peut les télécharger gratuitement sur le site. C'est pas vendable. J'ai jamais vendu. J'ai jamais fait de l'argent avec ça. Bien sûr, j'ai eu des droits d'auteur pour des livres techniques chez des éditeurs installés sur la place. Bien sûr, bien sûr. Et il fut un temps, je ne le boude pas, je le dis, j'avais beaucoup de droits d'auteur dans les années 80, 85, 75, 85. Oui, je gagnais plus en droits d'auteur que dans mon métier. Et beaucoup me disaient, mais pourquoi vous n'arrêtez pas le métier? Je disais, non, non, non. Moi, les droits d'auteur, c'est fluctuant. Je ne veux pas être séduit ou tenté par faire des livres ou faire de l'argent. Je fais des livres parce que j'y crois. Si se vendent, bah, tant mieux. Je ne vais pas jeter l'argent non plus. Mais maintenant, j'ai ma retraite. Il n'y a plus de droit d'auteur. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Et ben, j'ai ma retraite depuis 20 ans. Et je suis prêt à continuer d'écrire. Alors, les mémoires, oui, oui, c'est quand même de 57 à 19. Et si Ouais. vous les avez lus ou survolés, ça n'arrête pas, quoi. Il y a beaucoup d'anecdotes très amusantes, ouais. Ouais. Mais brut comme ça, voilà. Et beaucoup de gens que j'ai connus sont partis déjà avant moi. Je fais partie donc des derniers, espérons que. L'autre jour, j'ai rigolé parce que je cherchais une date dans les mémoires. Alors, en haut, c'est affiché: l'intelligence artificielle ira plus vite pour vos recherches. Alors, j'ai dit, moi, vous savez, alors, au bout d'un moment, j'ai dit, bah, tiens, on va voir. Résumé. Il a tourné 20 minutes, puis il a abandonné. L'intelligence artificielle, le truc a abandonné au bout de 20 minutes en disant erreur dans le fichier. Je me suis dit, mais comment tu pensais pouvoir résumer ça? C'est pas résumable, et puis c'est l'œuvre d'une vie. Et puis surtout, ce qu'il faut dire pour les gens qui nous écoutent, qui lisent des livres, qui sont passionnés d'arts martiaux, de sports de combat, qui sont passionnés de ces disciplines, il faut dire aussi que c'est une passion qui n'est pas une passion qu'on peut contrôler. Et ça, on le voit un peu quand on lit vos livres. Vous avez le plaisir de toujours partager ce que vous découvrez et d'essayer de partager le plus possible. Ça se ressent quand on lit vos livres. Merci de le rappeler, vraiment merci de le rappeler. Et aussi que j'ai toujours mis la technique et la culture ensemble. Budo culture, technique, tout l'encyclopédie à la fin, que Thierry a repris avec beaucoup de... faut le faire. C'est pour ça aussi, j'ai dit, je suis d'accord pour une interview, c'est pour parler de Budo Édition, je leur dois bien ça, et je lui dois bien ça. Vraiment, c'est un plaisir. On continuera à travailler ensemble. Alors maintenant, on va parler un petit peu justement de vos ouvrages publiés chez Budo Édition. Ce qu'il faut dire, c'est que vous aviez déjà publié de nombreux ouvrages chez Amphora par le passé. Ces ouvrages avaient parfois vieilli, certains avaient été publiés dans les années 80, 90. Donc Thierry a fait un gros travail de remise au goût du jour, de mise en page, etc. Et là, donc, on a ressorti plusieurs ouvrages. Donc on a le karaté pratique, le judo pratique, un ouvrage sur le kung-fu. L'encyclopédie est parue il n'y a pas longtemps, dans une nouvelle forme très belle d'ailleurs. Je conseille aux gens qui n'ont pas d'encyclopédie sur les arts martiaux. Et j'ajoute que là, ils sont sur Budo Édition sur la réédition du kata, les 30 katas du Shotokan. J'ai eu les PDF, les premiers PDF, sur des livres, tout est en couleur maintenant. C'est magnifique, ça fait plaisir. Comme je disais tout à l'heure, je sais
que ces documents vont me survivre. Ça, c'est formidable. Donc, j'y mets toute mon attention. Je veux que ça soit le plus possible. Puisque l'éditeur est prêt à faire le plus possible, moi, je vais pas laisser imprimer n'importe comment. Je vérifie tout, je corrige, on déplace. Et là, je dois dire, avec l'équipe de Thierry Play, avec Stéphanie notamment, qui fait un travail fantastique, euh, euh, c'est remarquable, quoi. Je peux pas rêver mieux. Je peux pas rêver mieux. Et surtout, je n'ai pas besoin de modifier ma position. C'est brut de déconfort. C'est comme ça, voilà. Et donc, simplement, je réécris au début, je réécris un peu à la fin. Vous verrez, dans les katas, je mets en rapport. J'ai retrouvé les préfaces, la préface de M. Henri Play de mon bouquin de kata en 83, qu'un fort avait fait sauter, et je l'ai retrouvé, je l'ai remis dedans. Et vous verrez comme le temps passe, et pourtant, c'est toujours actuel. Et c'est vrai que je ferai jusqu'au bout je pourrais laisser dire, ouais, rééditer, allez, hop, combien d'exemplaires? Non, 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 ça passe par moi, même si je les embête parfois un peu, parce que je reste perfectionniste. Je me rends compte, parfois, bon, je change comme ça. Mais Thierry suit et son équipe suit régulièrement. Et vous avez raison de le dire, le produit est formidable, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est tout à votre honneur de rappeler le travail de l'équipe qu'on voit pas, c'est les gens qui sont dans l'ombre, mais qui font ce travail, qui est un travail considérable de mise en page, de relecture, de placement des photos, un travail qui est donc très très important et qui permet justement de mettre en valeur l'ouvrage final. Voilà, il faut qu'ils aient envie de bien faire, il faut les convaincre, il faut les avoir avec soi. On fait un bloc. Voilà, tu peux pas une autre image les avoir avec soi, c'est-à-dire les convaincre que c'est bien ce qu'on fait ensemble. C'est bien. Ok, alors on arrive bientôt à 1 heure d'enregistrement. Votre passion, ça a été celle d'un budo éducatif, d'un budo qui sert les valeurs humaines. C'est la passion qui ressort de cet entretien qu'on a maintenant depuis plusieurs minutes. Est-ce que vous voudriez laisser un mot pour les futures générations de karatéka, un conseil, une idée qui vous est chère, quelque chose que vous voudriez vraiment qui passe à la postérité? Je voudrais, comment dire, oui, qu'ils se rendent compte que dans le dos du budo, il y a l'humain. Mais dans le contexte actuel, difficile de percevoir ça. Mais il est toujours là, ce contexte, il est toujours là. Donc il faut apprendre avec modestie, avec patience et sans, gratuitement, je veux dire gratuitement, apprendre juste pour être meilleur en soi et pas par rapport aux autres, par rapport à l'image qu'on veut de nos autres, dedans soi. Oui, vous connaissez, vous avez lu l'histoire de on cite Funakoshi qui citait l'homme du commun et l'homme de la voix. Quand l'homme du commun, premier dan, il hurle de plaisir, saute de joie. Quand il a le deuxième dan, il se met en haut de l'échelle avec son diplôme, etc. Et le troisième, il court dans les rues, il klaxonne, etc. Il dit l'homme de la voix. Quand il a le premier dan, premier diplôme, il baisse la tête en signe de respect. Quand il a le deuxième, il se plie encore davantage en disant mon Dieu, qu'est-ce qu'il reste à faire? Merci. Et le troisième, il s'éclipse discrètement, tellement il se rend compte qu'il y a encore tant de progrès à faire. Mais aujourd'hui, le monde du martial, du Undo martial, Undo Budo, c'est-à-dire le martial sportif, est plein de gens du commun qui se mettent en avant. C'est pas l'essentiel. Le grade est un accompagnement normal. Mais maintenant, on fait des stages de préparation au grade. Je rêve. Je, je rêve. On va pas pour ça. On va pour progresser dans cette idée en soi. Le sabre, oui, mais la vertu, donc humaine, qui va profiter à tout le monde. Ben, Jigoro Kano, qui est l'un de mes, vraiment le pédagogue que je respecte avant, même Funakoshi, je l'ai connu avant, amitié et prospérité mutuelle en judo. Ça m'a impacté. Ça, quand j'étais gamin, quand j'ai commencé le judo, je dis, ça, c'est une direction formidable. Et comme j'étais scout, je le rappelle dans les mémoires aussi, il y a l'idée de Baden-Powell qui m'avait beaucoup plu, qui avait dit quelque chose comme, tâchez de quitter ce monde un jour un peu meilleur que quand vous y êtes entré. Ça, c'est, disons, un projet, c'est une raison de vivre formidable, quoi. Et puis, les Américains m'ont appris, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, faites quelque chose pour que le changer. Ça, c'est vrai aussi. Moi, j'ai essayé de faire tout.
plus je pouvais pas faire. Plus je pouvais pas Je faire. suis d'accord. En tous les cas, je voudrais rappeler pour les auditeurs qui nous ont suivis que ces ouvrages, tous les ouvrages dont on a parlé, sont disponibles sur le site internet des éditions Budo. Ils peuvent les commander. Ils peuvent aussi les retrouver dans leur librairie de quartier, les commander chez leur libraire. Ils peuvent les retrouver évidemment à Budo Store à Paris. Et je rappelle aussi également que les gens qui sont intéressés par votre travail, par vos mémoires, peuvent retrouver tout ça sur le site internet de Tenguryu, site internet sur lequel est disponible justement les mémoires dont on a parlé. D'ailleurs, vous m'avez fait penser à une chose avec votre évocation des scouts. J'ai interviewé récemment un grand judoka, Jean-Paul Koch, qui est 9e dan, qui a commencé aussi le judo par ce biais-là. Il m'a dit, voilà, j'étais scout, et puis il fallait avoir, pour avoir tel diplôme de scout, il fallait avoir une ceinture verte en judo, alors on est allé voir un prof. Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est ça. Moi aussi, je voulais un badge scout, il fallait être ceinture jaune. Et je l'ai eu dans des conditions, bon, rigolotes, mais je voulais. Oui, oui, c'est exact. Donc Ben, entre merci de ces le dé- rappeler. Ben de rien, Merci de rappeler tout ça. entre ces débuts, ces tout débuts de parcours, et maintenant avec près d'une centaine d'ouvrages derrière vous, tout un chemin qui a été parcouru quand même. Oui, oui, c'est vrai. Je regarde parfois, parfois, je suis un peu content de moi quand même. Honnêtement, de nous. Encore une fois, j'associe mon épouse Gabrielle, sans elle, mais je n'ai même pas imaginé autrement. On était, c'était, on menait la bataille, quoi. Mais là, aujourd'hui, on est quand même bien fatigué. On est bien fatigué. Et bon, c'est pour ça, je ne cesse de le dire, parce que je l'ai épousée comme en 65, ça fait un temps quand même. 60 ans, on a fêté 60 ans le décembre. On n'a même pas, on était épuisés, on a dit, écoute, on reste à la maison, tranquillement, regarde, on va juste aller au restaurant, tranquillement, parce que bon, Mais je pense que vous avez des enfants Budoka maintenant dans toute la France et peut-être même dans toute l'Europe qui suivent avec vos livres, qui suivent vos techniques, vos conseils. Donc je pense qu'il n'y a rien à regretter, monsieur Abersetzer. Bon, donc je rappelle pour les auditeurs que vous pouvez retrouver tous les ouvrages dont on a parlé sur le site internet des éditions Budo. Donc n'hésitez pas, on a ressorti récemment donc l'encyclopédie corrigée, augmentée, l'encyclopédie des arts martiaux d'Extrême-Orient. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site des éditions Budo. Monsieur Abersetzer, je vous remercie vraiment beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Dans quelques décennies, voire peut-être quelques siècles, on se souviendra de cette période dans laquelle on découvrait le karaté en France avec les bouquins de Maître Abersetzer. et je me permets d'ajouter les stages. J'ai fait des stages et des stages dans beaucoup de pays du monde, en plus de livres, en plus du métier, en plus, en plus, en plus. Parfois, je me dis, mais arrête, c'est pas possible. Mais bon, merci d'avoir rappelé tout ça. Bonne suite à vous aussi. Merci. Et encore une fois, l'interview, c'est pas pour me mettre en avant. J'ai jamais eu la grosse tête. Oh mon Dieu, non, pas eu le temps de ça. Mais pour qu'il y ait aussi des racines, des sources à explorer un jour pour des gens qui veulent autre chose que des titres et des médailles. Voilà. Donc, je devais être là aussi. Merci beaucoup, monsieur Abersetzer. Retrouvez-nous donc sur la chaîne YouTube de Budo Édition et sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et à bientôt pour une prochaine interview sur la chaîne de Budo Édition.